Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Trump en route vers la tyrannie ?» Point d'interrogation. Il est chapeauté ainsi. 1 an après son élection, Trump II reprend les grands travaux de Trump Ier, en voyant cette fois encore plus grand. C'est désormais l'ensemble des fondations démocratiques du pays qui l'attaquent, justice, médias, droit de vote, université, recherche ou opposition politique, alors que la plus vieille démocratie du monde s'apprête à fêter le 250e anniversaire de son indépendance, jusqu'où ira sa dérive autoritaire. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 7 novembre. On peut déjà s'y inscrire. 7 décembre, bien sûr. On peut déjà s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne le premier épisode de nos conversations avec François Aimé, délégué général du Festival international du film d'histoire et qui a lieu à Pessac en Gironde à partir du mardi 18 et jusqu'au dimanche 23 novembre autour du thème Secrets et mensonges. Je vous en dirai encore davantage la semaine prochaine et encore davantage la semaine d'après. Enfin, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous entrons dans les dernières semaines qui vous permettent de déduire le don que vous allez nous faire pour le fonctionnement, la continuation de ce podcast, qui sera donc déduit jusqu'à 66%. Intéressons-nous maintenant au premier des sujets que nous avons retenus, qui est celui du terrorisme, et de savoir ou de réfléchir à la question « Comment a-t-il transformé la société française ces 10 dernières années ?» puisque voilà bientôt 10 ans qu'un commando terroriste a semé la terreur dans les rues de Paris, le 13 novembre. Il a assassiné 130 personnes, blessé plusieurs centaines d'autres. 3 rescapés se sont depuis donné la mort, succombant à leurs blessures psychiques. Ces attentats ont profondément impacté la société française. Les médias jouent et ont joué un rôle central lors de tels événements. Difficile d'informer avec précision dans un climat de peur et d'incertitude après un attentat. Et le 9 janvier 2015, notamment, des chaînes d'information en continu ont divulgué la présence d'otages cachés dans la chambre froide de l'hypercachère de Vincennes, mettant leur vie en danger. Les médias servent de caisse de résonance aux terroristes, qui pour la plupart sont avides de publicité. Face à la sidération après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, la société française s'est immédiatement et massivement mobilisée, comme en témoigne la grande manifestation du 11 janvier 2015. La vie quotidienne a été transformée, bouleversée par les dispositifs de surveillance, de prévention, de lutte antiterroriste. Le terrorisme provoque également des effets perturbateurs comme la montée des sentiments xénophobes, anti-musulmans ou antisémites et leurs réponses politiques. Il a induit des progrès considérables de la recherche, en particulier depuis 2015, sur la question des traumatismes. Il impacte les procédures judiciaires. En France, depuis 2019, le nombre de procès criminels pour terrorisme a été multiplié par 7. La raison principale en est non seulement la création d'un parquet national antiterroriste, mais aussi la volonté de donner réparation à toutes les victimes et de leur offrir la possibilité de s'exprimer dans le lieu symbolique d'une cour de justice. Procureur de la République à Paris en charge de la lutte contre le terrorisme entre 2011 et 2018, François Molins a vécu les événements les plus dramatiques qui se sont succédés pendant cette période, des attentats de Mohamed Merah en 2012 au 13 novembre 2015, en passant par le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Insistant sur le fait qu'il a fallu trouver une juste mesure entre le durcissement de la réponse et le respect des libertés et des droits fondamentaux, François Molins considère que, dans l'ensemble, la France y est parvenue. L'état d'urgence décrété au lendemain du 13 novembre a duré un peu moins de 2 ans. Il a rassuré les gens et permis une amplification de la lutte
assignation à résidence, perquisition, interdiction de séjour, fermeture de mosquées radicales, toujours sous le contrôle de la justice administrative et du Parlement. Mais le risque de dérive est réel, met en garde François Morens. En octobre 2025, 5 actes terroristes d'inspiration djihadiste ont été réalisés ou projetés dans 4 pays européens, rappelle l'ancien procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Ces faits, insiste-t-il, doivent alerter sur la persistance d'une menace qui prend des formes nouvelles. Sur cette question, Michaëla Wiegel. Oui, on peut dire que la France était la deuxième grande démocratie et membre du Conseil de sécurité après les États-Unis d'avoir été confrontée à un terrorisme qui remettait en question l'état de droit et le fonctionnement même de l'appareil étatique. Force est de constater que la France a pris un tout à fait autre chemin que les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, aux États-Unis, il vient de mourir, Dick Cheney a mené, le vice-président Dick Cheney a mené la guerre contre le terrorisme. Et les États-Unis se sont décidés d'avoir une justice d'exception qui respectait plus les conventions des droits de l'homme, les cadres de l'état de droit. Et je trouve du coup assez admirable que la France a réussi à rester dans ce cadre de la justice ordinaire, entre guillemets, spécialisée, mais une justice qui respectait aussi bien la Convention européenne des droits de l'homme que le cadre constitutionnel. Et on a bien vu, quand on réfléchit sur la longue durée, que toute tentative, par exemple la déchéance de nationalité, comme elle a été envisagée, de sortir de ce cadre, s'est vite soldée par un échec. Alors, est-ce que pour autant tout était un grand succès? Je pense que dans cette chronologie, il faut quand même revenir sur le procès qui a eu lieu entre septembre 2021 et juin 2022 et qui a été une sorte de catharsis notamment pour les victimes et leurs familles, parce qu'on a montré qu'on pouvait avoir une réponse judiciaire digne de ce nom. C'était une organisation incroyable et je crois réellement que la France peut être fière d'avoir réussi à canaliser en quelque sorte, à mettre devant tout le monde, même s'il y avait bien sûr le problème de départ que la majorité des terroristes étaient morts, puisqu'il s'agissait d'attaques de suicide. Mais malgré cela, on a pu regarder et suivre justement la justice faire son travail. Et je crois que c'est très important aujourd'hui de se souvenir de cela, puisque la justice est de plus en plus attaquée. Alors, ceci dit, le discours politique, et ça aussi, je pense, c'est indéniable, c'est radicalisé et c'est en quelque sorte déciviliser ce slogan qui avait été prononcé au départ, vous n'auriez pas ma haine, finalement c'est un peu retourné et aujourd'hui, et on le voit face à la multiplication des petits attentats, souvent des gens isolés avec des moyens limités mais qui font quand même des dégâts importants, on voit que dans le discours politique, la demande de vengeance, de la main forte de l'État, aussi du renforcement de l'idée que l'islamisme et l'islam sont inséparables. Tout cela domine le débat politique et donc là, on peut constater que les effets néfastes de ces attaques et à long terme. Alors, je pense qu'il y a une question qu'il faut encore mentionner, c'est la question des prisons. Parce qu'on a l'impression que le reflux qu'on voit aujourd'hui par rapport à ces commandos très organisés qui disposaient d'une logistique,
il est lié au fait que l'appareil policier, les renseignements ont vraiment pris la mesure et la victoire militaire en Syrie et en Irak contre l'État islamique a aidé aussi. Mais dans les prisons, on a l'impression, on n'a pas encore trouvé de réponse. Et je voudrais à cet égard citer le chercheur Hugo Micheran qui met en alerte sur le fait que le djihadisme de demain se prépare aujourd'hui dans les prisons et que on sous-estime le risque de ce qui se prépare, cette régénération des gens extrêmement menaçants. Et donc, la perspective est quand même assez sombre. Nicole Lisato. Oui, alors, on peut faire une liste assez précise et même exhaustive de tous les changements que le terrorisme a amené dans l'appareil français, que ce soit la loi, les institutions, la création du parquet antiterroriste, le rôle de l'armée avec les missions Vigipirate pour la sécurité intérieure. Donc, on peut faire cette liste relativement facilement. Et avec, effectivement, ce qu'a souligné Michaela Wegel, ce succès de la France de rester dans le cadre de l'état de droit. En revanche, si on s'interroge sur la société française, sur l'impact du terrorisme sur la société française, c'est un peu plus compliqué. Moi, je dirais qu'à première vue, rien n'a changé. Il suffit de regarder les terrasses des restaurants, des cafés, le jour où il fait plus de 15 degrés, et on s'aperçoit que la France entière continue de profiter de la vie, va au spectacle, au théâtre. Tout cela fonctionne tout à fait normalement, et la peur n'est pas du tout la première réaction des Français 10 ans après le terrorisme. Et donc, on peut se dire que la France, c'est le mot à la mode, est très résiliente, et que finalement, le terrorisme n'est même pas dans le souvenir des quotidiens des Français. Quand on gratte un peu, moi je crois qu'il y a 4 effets du terrorisme sur la société française qui ont des répercussions politiques importantes. Le premier effet, c'est l'acceptation par tous les Français de la société de surveillance. Il y a une dizaine d'années, si on voulait installer une caméra dans un village, ça posait un problème sur la place publique insoluble. Aujourd'hui, alors c'est aussi l'impact des réseaux sociaux. Tous les Français savent qu'ils sont suivis, contrôlés, photographiés absolument partout. Et il y a une très grande acceptation de cet état, de ce capitalisme de surveillance, si je puis dire, comme le disait l'économiste Shoshana Zuboff, et donc une espèce de relativisation plus forte de ce qu'est la liberté individuelle, de ce que sont les libertés civiques, et c'est pas forcément une bonne chose. Le deuxième effet, c'est bien sûr, Michaela en a parlé, c'est l'assimilation entre terrorisme et islam. Ça n'était pas le cas avant, quand on avait les grands attentats arméniens, les grands attentats palestiniens dans les années 70. En France, le terrorisme était assimilé à des conflits extérieurs. Aujourd'hui, il n'est pas assimilé à l'Irak, au conflit syrien ou au conflit irakien, il est assimilé à une religion. Et ça, effectivement, pour les 10% de la population française, en gros, c'est ce que dit l'INSEE, 10% de la population française sont de religion musulmane, ça crée un malaise que d'autres événements pourraient renforcer. Certains parlent même de possibilités de guerre civile sur ces aspects-là. Ça, je crois que c'est un point très important. Et il n'y a pas en France, alors ça existe dans les pays d'Europe du Nord, en tout cas, il n'y a pas encore en France un terrorisme d'extrême droite, plutôt ancré sur des valeurs chrétiennes. Ça n'existe pas en France, même si Europol dit que c'est la deuxième cause. Il faut faire attention que c'est la deuxième source de terrorisme possible en Europe. Le troisième effet, c'est bien évidemment la conséquence du premier, c'est le refus de l'immigration. En tout cas, une très grande réticence à l'immigration du Sud, parce que l'immigration ukrainienne a été parfaitement acceptée en France, comme partout en Europe. Mais cette réticence, ce sentiment que l'immigration égale insécurité, alors qu'avant, l'immigration, c'était surtout une concurrence économique et sociale. Aujourd'hui, immigration égale
insécurité. Je crois que ça marque profondément les Français. Et dernier point, non des moindres, évidemment, la montée du RN. Le parti qui profite de ça à partir de 2019, puisque le RN est le premier parti de France à partir de 2019, avec un thème central à l'époque qui était l'insécurité. Aujourd'hui, son thème central, c'est le pouvoir d'achat, mais il suffirait du moindre attentat pour que le RN comptabilise à nouveau. Dernier point, Philippe, quelque chose a quand même changé en plus, a compliqué le domaine. L'état de la société française, ce sont les attentats du Hamas contre Israël le 7 octobre 23. Et depuis cela, on a une très grande confusion du débat démocratique où le conflit israélo-palestinien intervient dans la politique française, non pas parce qu'il y a des attentats liés à cette guerre, mais parce qu'on a tout d'un coup les deux extrêmes, c'est-à-dire LFI et le RN, qui sont assimilés à des combattants du Moyen-Orient. Donc LFI considéré comme islamophile et considéré comme antisémite, le RN considéré comme islamophobe et pro-Israël. Et on a comme ça une perversité du débat démocratique par les attentats extérieurs à la France, ce qui, à mon avis, nouveau et très grave. Lionel Zinsou. Oui, alors, moi, je suis très solidaire de ce qui a été dit par Michaela sur le fait qu'il est quand même assez remarquable, et d'ailleurs dit aussi par Nicole, que l'état de droit s'est plutôt renforcé que, au fond, défait devant les émotions, les chocs, les rejets, les haines, et au total, plutôt, notamment c'est très typique de ce que vous avez dit sur François Molins, Philippe, parce que non seulement il a été respecté comme tous les procureurs antiterroristes, mais il est devenu le plus grand magistrat de France en étant procureur de Paris, puis procureur général de la Cour de cassation. Et après sa retraite, il est encore en fait une figure morale et très consultée sur l'état de droit. Donc ça, c'est l'aspect impressionnant, comme est impressionnante la solidarité, l'émotion collective et le fait qu'on soit aujourd'hui en train de parler de ce qui s'est passé il y a 10 ans, comme si ça avait une actualité sensible, immédiate. C'est bien que toute la société française est extrêmement consciente et extrêmement solidaire, extrêmement dans le respect des victimes, du travail des associations qui accompagnent ces victimes, du travail des enseignants pour expliquer ce que c'est que le terrorisme devant des enfants qui sont aussi confrontés aux réseaux sociaux, qui sont des vecteurs plutôt assez dangereux, en fait, en matière de sécurité publique. Donc, il y a tout cet aspect de résilience et de force qui est important. En revanche, il y a des choses très troublantes, notamment le fait que les terroristes sont de plus en plus jeunes. Et ça, c'est quand même extrêmement troublant, avec, au fond, au collège, déjà, des incarcérations d'enfants. Ça, c'est extrêmement troublant et c'est établi statistiquement. C'est-à-dire qu'il y a, comme le disait Nicole, de plus en plus tout de même d'actions, d'actes de justice, de police. Mais curieusement, maintenant, la menace, elle est individuelle et elle commence à 12 ans. Et on voit que le mensonge d'une enfant de 13 ans peut conduire à décapiter son professeur, donc la tragédie de Samuel Paty, et qu'à travers les réseaux sociaux, on a cette espèce de pandémie qui est juvénile, qui est adolescente, et qui est donc très difficile aussi à prévenir d'un point de vue de police. Ça, je pense que c'est très troublant et ça pose une question. Vous avez cité Hugo Micheron, Michaela, qui est un des grands spécialistes. On a quand même beaucoup plus de connaissances aussi de ces phénomènes, et lui, beaucoup sur la prison, la radicalisation et la déradicalisation. On a aussi les travaux d'Hakim El-Karoui, et qui insiste beaucoup toujours, Hakim, sur le fait que
l'école doit jouer un rôle encore plus important. Il ne faut pas laisser la formation à la langue arabe, qui est très légitimement choisie comme une langue vivante pour des enfants qui sont afro-descendants et notamment du Maghreb. Mais au lieu de prendre cela en charge dans l'école, c'est parfois dans des cercles. Alors des cercles, il n'y a pas que le Maghreb, il y a aussi la Turquie, aussi. Bon. Et au fond, clairement, sur l'histoire des religions et sur la langue, il y a quelque chose de très important à faire. Une mission de plus, en fait, pour l'école républicaine. Et il y a eu beaucoup de rapports là-dessus et aucun changement. Bon. Et il y a un problème d'assimilation, même si ce n'est pas le mot le plus adéquat, mais clairement, s'il y a dans la population ce risque de s'enfermer sur des communautarismes haineux, ce qui est un petit peu en train d'être effectivement exacerbé par les extrêmes, il y a des politiques publiques pour essayer d'aller contre cela. Et on a l'impression que la société politique n'est pas du tout dans les solutions et qu'elle s'accommode, elle accommode le sentiment des Français à ces obsessions. Parce qu'en réalité, Nicole, quand on regarde les préoccupations des Français, l'immigration est assez loin. Il se trouve que le premier parti de France, c'est maintenant le Rassemblement national, qui met en scène cela comme si c'était la première préoccupation, ou la deuxième, ou ex aequo avec le revenu, alors qu'elle est dans sixième position dans tous les sondages, et en déclin. Et que, par ailleurs, les statistiques sur le racisme, il y a eu au printemps dernier des sondages extrêmement complets, des études notamment par l'IFOP. En fait, elle ne fait pas de progression significative, cette déviance raciste dans notre pays. Donc, il y a une mise en scène, et il faut que les démocrates, les gens qui tiennent à l'État de droit et à l'État républicain, arrivent à cesser l'hystérisation sur l'immigration associée à une culpabilité collective. Pour reprendre ce que vient de dire Lionel sur le rajeunissement de la menace, ou en tout cas de ce qui peut commencer à être considéré comme les prémices d'une menace, il faut aussi rappeler le nombre de témoignages d'enseignants confrontés à des situations plus ou moins intenses de menaces et qui racontent à quel point leur hiérarchie ne les soutient pas. Et pire même, à quel point, il y a encore un article dans Le Monde vendredi, je crois, ou jeudi, à quel point la hiérarchie les enfonce et leur dit pas de vague. Sur ce plan-là, il y a un nouveau ministre de l'Éducation dont on est sûr au moins d'une chose, c'est qu'il connaît les rouages de la maison, puisqu'il en a été un des directeurs généraux les plus importants et assez durables dans un poste où on ne reste quelquefois pas très longtemps. Et il semblerait que ce qu'il pourrait faire et ce qu'il devrait faire sur ce plan-là fait partie des choses possibles à réaliser, quelle que soit la durée de son propre mandat. Béatrice Gibelin. Je voudrais réagir tout de suite sur ce que à la fois Lionel vient de dire et Philippe a repris, sur le fait que beaucoup d'enseignants, et ce sont des enseignants très souvent de français ou d'histoire-géographie, parce que la formation, j'allais dire, citoyenne, elle passe par ces deux disciplines-là. Pourquoi pas de vague ? Pourquoi pas de vague ? Parce que très souvent, quand même, dans ces milieux de l'enseignement, c'est quand même des milieux de gauche. Et l'idée de dire un certain nombre de choses, on a peur de la stigmatisation aussitôt de ce qui vient de l'immigration. Donc, on dit rien. On se tait. Mais même dans les journaux, même si on pense au Monde, la difficulté de dire un peu les choses et comment on euphémise, comment on ne doit pas dire. Et c'est pour ça, à la fois, il y a une hystérisation, comme Lionel l'a évoqué, mais il y a aussi
le fait d'essayer de atténuer, de ne pas en rajouter, de ne pas stigmatiser une communauté, de faire très attention. Il y a eu un débat qui a eu en Grande-Bretagne avec justement le fait d'avoir précisé l'origine, oui, des Britanniques, mais précisant l'origine de ces 2 ou 3, criminels d'une certaine façon, et ça a fait l'objet de débats, et à gauche particulièrement. On ne dit plus depuis maintenant longtemps les noms dans les journaux. Autrefois, on disait les noms, c'était pas un problème, et maintenant on ne les dit plus. Donc il y a quelque chose qui n'est pas seulement d'une hystérisation où on en rajoute, il y a aussi le souci, et je pense que dans l'enseignement, c'est une préoccupation grave. Et quand des enseignants sont atteints eux-mêmes et disent « je n'ai pas été soutenu », ils ont eux aussi participé indirectement ou involontairement à essayer de ne pas faire de vagues. Bien. Je pense quand même que ce qu'a soulevé Nicole, et qui me semble très important, c'est comment cette situation a dévié sur le conflit israélo-palestinien. Et c'est comment on l'a... là, pour le coup, certaines forces politiques l'ont instrumentalisé, tant du côté de l'extrême gauche que du côté de l'extrême droite. Et comment cette situation française touchée par des attentats a été amplifiée et déviée, je dirais, sur ce conflit israélo-palestinien. Une question qui a été évoquée rapidement par Michaela, qui est la déchéance de nationalité. L'idée même, parce que ça n'a jamais été qu'une hypothèse faite par, effectivement, le président de la République de l'époque, François Hollande, dans un moment solennel qui est au Parlement, a entraîné un déchaînement qui revenait sur la culpabilité de la gauche dans la déchéance de nationalité au moment du conflit algérien. Et aussitôt, ça a pris une proportion phénoménale, même si la société française, dans un premier temps, en entendant ça, n'était pas scandalisée. Mais les réactions politiques ont été extrêmement violentes. Et ça me semble un signe intéressant de notre histoire politique dans la colonisation et la décolonisation, qui interfère dans cette affaire-là et qu'on ne peut pas complètement mettre de côté. Alors, sur cette intégration au Fonds social des jeunes musulmans, est-ce que c'est un problème d'échec d'intégration ou de difficulté d'intégration qui peut réexpliquer ce rajeunissement et cette radicalisation chez les jeunes ? Je n'en suis pas sûre, parce que je pense que on n'a pas que des jeunes issus de familles d'origine immigrée. On peut avoir aussi des jeunes qui, par les réseaux sociaux, par certains phénomènes de bulles, peuvent se trouver embarqués dans une forme de radicalisation et qui est extrêmement préoccupante, parce que je ne sais pas très bien comment on peut régler ce genre de problème, et l'école ne peut pas tout. L'école fait déjà beaucoup, et on ne peut pas tout demander aux enseignants. Enfin, je dis peut-être ça parce que j'ai un fils qui est professeur d'histoire géo en banlieue difficile, et je vois les difficultés de son quotidien. Enfin, quant à la surveillance de cette société, il suffit de voir comment on a accepté, quand on prend l'avion, d'ouvrir son sac, de sortir son tube de dentifrice ou autre. Voilà. Ça a fait beaucoup d'emplois, d'ailleurs, tout ça, pour toute une série de gens. Et on est devenu un peu... on s'est habitué, tout simplement. Quant à la résilience, il suffirait qu'on ait de nouveau un coup de Trafalgar et on verra que ça sera de plus en plus difficile. Michaela Wiegel. Oui, je trouve assez fascinant, effectivement, ce que Béatrice vient de dire, ce passé colonial et je sais pas comment dire, un imaginaire qui n'a jamais été vraiment purgé, parce qu'on voit effectivement qu'il y a une réaction différente en Allemagne qui
confrontés, pas dans la même mesure, mais quand même au même djihadisme et aussi aujourd'hui aux mêmes attaques antisémites suite au massacre du Hamas du 7 octobre. Alors, j'étais assez intriguée par le fait, et vous me corrigerez si je me trompe, que le discours du Rassemblement national que tous les signes extérieurs de l'islam sont à bannir a finalement gagné tous les esprits. Je veux pour preuve cet incident à l'Assemblée nationale où des élèves portaient des foulards et où on s'est scandalisé. On apprend par ailleurs que c'était pas à l'invitation de LFI, mais du MoDem, que ces jeunes sont venus regarder une leçon de démocratie. Je dois dire, c'est probablement parce que la pratique en Allemagne est fort différente. Moi, j'ai toujours été frappée que c'était pas forcément le foulard qui distinguait le niveau d'intégration. On a des jeunes filles turques extrêmement bien intégrées, mais qui portent toujours le foulard. Donc, je pense aussi, on est là dans un discours, comme je disais, qui s'est radicalisé et aujourd'hui, on considère que dans tout l'espace public, on ne veut plus voir le voile qui est associé à l'islam. Béatrice ? Oui, je pense que c'est une question importante. Il s'agissait en plus de très jeunes enfants. C'était des petites filles de 8 ans, 9 ans. Il y avait, c'était une classe primaire. Il y avait aussi une classe de lycée professionnel, mais il y avait aussi une classe primaire. Donc, c'était de très jeunes enfants. Donc là, il y a une question qui se pose. Et faut-il voiler des enfants qui ont 8 ans ? Ça peut susciter des réactions. Et puis, mais c'est pas interdit. En fait, on a fait semblant que c'était interdit dans l'espace public. C'est ça qui était intéressant. C'est plus ambigu que ça. En fait, on peut toujours interpréter d'une façon ou d'une autre, mais vous citiez Hugo Micheron à très juste titre, et il est extrêmement vigilant sur la stratégie de long terme d'un islam politique dans certains quartiers sur lesquels il faut rester intransigeant et ne pas laisser passer un certain nombre de choses. Et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. Nicole rappelait tout à l'heure le fait que le terrorisme de demain se prépare aujourd'hui, et notamment dans les prisons. Peut-être ça devrait donner à réfléchir aux gens qui pensent que la prison est une solution à toute chose, de la même manière que dans l'autre sens, pour réfléchir à ce qu'est, et c'est ce qu'a souligné Michaela dans son intervention, je pense qu'il faut relire ce qui a été écrit à propos du procès du 13 novembre. Et je me souviens notamment de ce tout petit épisode que j'avais cité ici, je crois, à plusieurs reprises, qui est un soir où les débats se prolongeaient encore plus tard que d'habitude, où comme les accusés et leurs avocats n'avaient pas emporté de provision, les avocats de la partie civile et les familles des victimes leur avaient fait porter une partie des leurs. Si ça ne résume pas ce que nous essayons de faire avec la justice, je voudrais bien savoir ce qu'il résume. Intéressons-nous maintenant à la guerre au Soudan, autre sujet, si j'ose dire, disons récurrent, j'allais dire interminable. Mais au Soudan, le 26 octobre, la ville d'El Fasher, la capitale de la province du Darfour du Nord, est tombée aux mains des forces de soutien rapide, les FSR, qui assiégeaient la ville depuis plus de 18 mois. C'était le dernier bastion au Darfour des forces armées soudanaises, les FAS. La guerre au Soudan a commencé en avril 2023, lorsque les tensions autour du projet d'intégration des FSR à l'armée régulière ont éclaté en un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé de 12 à 13 millions de personnes. Deux acteurs qui s'étaient partagé le pouvoir après la chute d'Omar el-Béchir, renversé en 2019, deux acteurs s'affrontent, l'armée soudanaise, héritière de l'ancien régime, avec à sa tête le général Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR, une unité paramilitaire dissidente, dirigée par le général Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti. En début d'année, l'armée soudanaise et ses supplétifs miliciens ont reconquis la capitale Khartoum ainsi que la région agricole de la Gézira, le nom du Nil. Depuis, ils contrôlent toute la moitié orientale du Soudan. À l'ouest, en revanche, les RSF dominent. Le noyau dur des hommes de Hemeti
est composé d'anciens combattants arabes, Janjaweed, employés à l'époque d'El-Béchir pour effectuer les sales besognes du régime et écraser les mouvements rebelles du Darfour. Ils sont eux-mêmes originaires de cette région, grande comme la France métropolitaine. Les réactions internationales demeurent d'une discrétion gênée. Lundi, toutefois, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a averti que les atrocités commises par les FRS à El Fasher pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme mentionne des massacres massifs de civils et de combattants désarmés. Et la région, déjà extrêmement affaiblie depuis les massacres de Jnéina en 2023, s'enfonce dans un nouveau cycle de violence entre communautés où vengeance et désordre remplacent toute stratégie politique. Le pays s'est disloqué en zone d'influence, le Darfour aux mains des FSR, le nord et l'est sous commandement militaire, le sud livré au chaos. L'État soudanais, déjà amputé du Soudan du Sud en 2011, continue de se déliter. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, Philippe, vous avez dit que la guerre avait commencé en 2023. Hélas, non. Il y a beaucoup, beaucoup plus longtemps que la guerre est au Soudan, qui a conduit à la partition d'ailleurs du Soudan, avec le Soudan du Sud, qui est le résultat d'une guerre qui fut longue, très meurtrière et très douloureuse, avec des déplacements de population déjà. Et puis la guerre du Darfour, parce que c'est El Fasher qui vient de tomber. C'était la dernière ville effectivement, qui était encore aux mains des forces armées soudanaises, qui était quand même assiégée depuis 18 mois. C'est un très long siège, avec beaucoup de gens qui en étaient partis. C'est une ville qui devait atteindre sans doute le million d'habitants. C'est toujours difficile d'évaluer précisément, mais qui se trouve aujourd'hui avec sans doute plus que 200 000 personnes. Beaucoup de morts, des femmes, des enfants, une famine, enfin, effectivement, une situation absolument tragique. C'est incontestable. Et il a effectivement fallu qu'il y ait cette chute d'El Fasher pour que de nouveau on reparle du Soudan et de ces atrocités. Alors, la guerre actuelle est une guerre ancienne sur le Darfour. On va faire assez simple. Dans le Soudan, qui était aussi un État esclavagiste, les populations, les tribus, on va dire, de l'ouest du Darfour étaient des tribus noires, non musulmanes, qui ont été dominées par effectivement d'autres tribus qui, elles, étaient plutôt de la région du Nil, comme vous l'avez souligné Philippe, et qui ont toujours perçu en infériorité les tribus du sud du Soudan et du Darfour. Et comme souvent, pour s'en sortir, parce que c'était une grande pauvreté, beaucoup d'entre elles sont rentrées dans l'armée pour être les soldats de base, les officiers étant évidemment, bien sûr, les musulmans. Donc il y a une situation de perception, si vous voulez, de dominant-dominé qui est à prendre en compte dans cette affaire. Deuxième élément qui est important, c'est que le Darfour, il y a un massif volcanique qui monte quand même jusqu'à 3000 mètres et qui donne des terres fertiles pour une part. Donc avec des sédentaires, mais aussi des nomades, dans lesquels les relations n'étaient pas toujours très difficiles. Mais de l'eau, des cultures et El Fasher, par exemple, a été très très longtemps, d'abord une capitale historique importante, et au nœud de routes commerciales, où il y avait à la fois des esclaves, mais aussi de l'agriculture, des bovins, des choses comme ça. Donc, un rôle important, si vous voulez. Je pense qu'il faut être conscient de cette situation du Darfour, qui a connu une croissance démographique extrêmement importante, donc un problème sur la terre qui s'est posé, des tensions liées à cette croissance démographique aussi importante, une politique de mise en valeur agricole du côté de cette zone de la Gézira, du Nil, un peu dévastatrice, donc une fois que les sols sont utilisés, on essaye d'en trouver d'autres. Et donc une partie des agriculteurs du Darfour se sont trouvés vraiment privés de leurs terres au bénéfice de ces gens qui venaient de l'Est. Et c'est de là qu'est partie la révolte du Darfour, révolte fortement écrasée, c'est vrai, par El-Béchir, et avec effectivement l'aide des Métis et d'Al-Burhan. Et ça a été les mêmes massacres,
les mêmes viols, des enfants, des femmes. C'est déjà ça en 2003. On n'a pas fait grand-chose non plus à ce moment-là. Mais à ce moment-là, on n'est pas avec des puissances extérieures comme on en a aujourd'hui. La grande différence aujourd'hui, c'est qu'on est dans une vraie guerre, assurément, avec des vraies armes, avec des moyens de l'aviation, des chars, un armement qui continue constamment à arriver. Alors, ce qui soutient Hemeti, on le sait maintenant très bien, c'est les Émirats arabes unis. Sachant que cette zone de l'Ouest, c'est une zone aurifère, alluviale, c'est pas des mines d'or, mais on cherche justement dans les alluvions et couvre un espace important et sur lequel Hemeti a la main. On a sans doute extrait 93 tonnes d'or dans cette zone et qui est aujourd'hui transformé à Dubaï. Avant, c'était à Anvers, mais le gouvernement belge a regardé les choses de près. Donc, il y a des moyens extrêmement importants, avec des appuis, en particulier du côté du Tchad, du côté de la Libye, pour faire passer toutes ces armes. Et c'est donc une situation qui va durer. Et que fait-on à l'ONU, pas grand-chose, en se disant qu'on va déjà essayer de faire de l'humanitaire. Mais c'est une situation très complexe et qui est très ancienne. Lionel Zinsou. Alors d'abord, c'est une tragédie. Et c'est une tragédie à la fois par toute la brutalité criminelle que Béatrice vient d'évoquer, et une tragédie de l'inconscience, de l'absence de la conscience internationale. Comme si des morts soudanais comptaient beaucoup moins que des morts dans d'autres pays. Et dans une partie de l'Afrique où tout le monde est en guerre. Parce que, Béatrice, vous avez l'air de connaître des alluvions jusqu'au sommet, très très bien la position, la géographie, ce qui est normal, et la géopolitique, ce qui est normal, du Soudan. Mais tout le monde ne voit pas forcément où est le Soudan. D'abord, ce n'est pas le Soudan au sens français, qui s'appelle aujourd'hui le Mali, qui d'ailleurs également dans une situation difficile. Je vous rassure, les Français ne savent pas du mais tout le Mali est que plus le Mali proche, s'est appelé le Soudan. Proche. Non, mais si vous voulez, il y a 7 pays autour qui sont tous en guerre. Parce que le Soudan du Sud, qui en 2011 fait sécession, après un référendum, mais surtout après des années de guerre, rentre à nouveau, immédiatement après, de 2011 d'indépendance à 2013, il recommence une guerre terrible. Moi, j'ai vu en Ouganda, qui est frontalier du Soudan du Sud, des centaines de milliers de réfugiés du Soudan du Sud. Bon. Mais il n'y a pas que le Soudan du Sud. Il y a l'Éthiopie, qui sort à peine quand même de la guerre, et l'Érythrée, qui a accompagné le gouvernement éthiopien dans la guerre du Tigré, qui est, je veux dire, entre Khartoum et Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, il y a 1 heure de vol. Et sur tout le long de cette ligne, il n'y a que la guerre. Et puis de l'autre côté, il y a la République démocratique du Congo. Alors non, parce que maintenant, elle est frontalière du Soudan du Sud. Mais c'est là où vient de se passer tout ce que nous avons évoqué nous-mêmes dans le Kivu du Nord, l'Ituri. Donc c'est également en guerre. Mais tout à fait frontalière, il y a la République centrafricaine, où c'est Wagner qui fait la police à Bangui. C'est les troupes rwandaises qui font la pacification en dehors de Bangui. Et ce fut la MINUSCA, c'est-à-dire les casques bleus, qui étaient en place. Avec à côté un autre pays belligérant et frontalier, le Tchad, qui est un peu ambigu, parce que tout le monde est ambigu, parce que tout le monde a des intérêts, il n'y a pas que les Émirats arabes unis, tous les pays d'alentour. Alors, au nord, c'est pas beaucoup plus simple, parce qu'il y a la Libye elle-même, défaite complètement en deux. Et c'est la même chose. Toute la frontière nord libyenne, c'est devenu 2 États, comme le Soudan d'aujourd'hui est en train de devenir, par partition, l'armée régulière à Khartoum, la capitale qui avait été désertée, et Port-Soudan, le port sur la mer Rouge.
D'ailleurs, quand on regarde de l'autre côté de la mer Rouge, en face de Port-Soudan, c'est pas non plus extrêmement pacifique, parce qu'on n'est pas très loin du Yémen, où là, pour le coup, les milices hostiles à l'armée régulière, qui, elles, tiennent le Darfour, tiennent donc la moitié est, et eux sont allés faire la guerre en mercenaires pour le compte des Émirats arabes unis. Donc, vous voyez, il faut prendre toute cette géographie pour comprendre que ce n'est pas une tragédie ponctuelle, c'est véritablement une des parties les plus vraiment dans le chaos, et dans le chaos, comme vous l'avez dit, depuis des décennies, et peut-être en réalité, il faut le dire, depuis le 19e siècle, et c'est aussi sur le caractère absolument illogique, illégitime de peuples qui ne veulent pas vivre ensemble. C'est au fond, depuis la conférence qui a avec des règles, a fait des frontières absolument illégitimes et complètement artificielles. Et au fond, 2,5 millions de kilomètres carrés, c'est ça la taille du Soudan quand on met le Soudan du Sud, est en train d'éclater en au moins quelque chose comme 3 entités qui ne voudront pas encore, probablement pour des décennies, vivre ensemble. Nicole Nisotto. Oui, moi je voulais intervenir justement sur les raisons de l'impuissance ou de l'inaction des institutions internationales ou des Occidentaux en général, mais je crois que le tableau apocalyptique qu'a dressé Lionel explique en gros pourquoi on ne fait rien et pourquoi on n'arrive pas à se mobiliser pour ce qui est de vraies tragédies humaines. Il suffit de lire quelques rapports, notamment des Nations Unies ou d'Amnesty International. Je veux dire, le niveau d'atrocité, je ne dis pas qu'il est pire qu'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de limite à la créativité humaine dans les atrocités, mais c'est quand même quelque chose d'absolument terrifiant. Mais malgré tout, je vais essayer d'expliquer pourquoi on n'arrive pas sur le Soudan à se mobiliser davantage. Je crois que parce que le Soudan est un peu symbolique des échecs de la politique africaine des Occidentaux. Le Soudan a été pendant toute la guerre froide un allié des États-Unis. Les Américains y avaient installé 4 bases. C'était un pays sur lequel on pouvait compter uniquement sur le plan militaire, mais c'était un pays aussi riche que l'on pouvait exploiter. Et puis tout d'un coup, le Soudan a basculé dans l'islamisme, la révolution de Omar el-Béchir. Le Soudan est devenu un des premiers pays que les Américains ont mis sur la liste des États terroristes. Et donc, c'est devenu une espèce de trou noir de la pensée stratégique américaine qui, à une époque, divisait la Terre en 3, les États faillis, les États terroristes et les États alliés. Donc ça, c'est le premier échec de la diplomatie occidentale, le fait de n'avoir pas empêché cet immense pays de tomber dans l'islamisme avec l'installation de la charia, une situation des femmes qui annonçait déjà ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan avec les talibans. Et le deuxième échec retentissant des Occidentaux, des tentatives des Occidentaux pour pacifier ce pays, c'est évidemment la guerre du Darfour. Vous vous souvenez, quand elle éclate en 2003 avec là aussi des millions de personnes déplacées, de réfugiés, il y a une très grande mobilisation de l'intelligentsia, si je puis dire, occidentale, avec en France Bernard Kouchner, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, et aux États-Unis, comment c'est son prénom, Clooney, George Clooney, qui avait pris la tête d'une mobilisation citoyenne, etc., pour sauver le Darfour. À l'époque, c'était ça. Il y a même eu une opération de l'Union européenne. À l'époque, j'étais à l'Union européenne. La plus grosse opération militaire extérieure de l'Union européenne, c'est en 2007, sous l'impulsion de Bernard Kouchner, pour protéger non pas le Darfour, mais les camps de réfugiés autour du Nafouche, en Tchad et en République centrafricaine. Or, tout ceci, ça a donné naissance à non seulement l'indépendance du Sud-Liban, du Soudan du Sud, mais à la plus atroce guerre civile ensuite au Soudan du Sud avec la reprise des atrocités. Donc il y a une espèce d'abord de sentiment d'échec inévitable dans cette région, qui, je crois, fait que même l'intervention humanitaire est minimale. J'ai regardé ce qu'avait décidé l'Union européenne, c'est 500 millions d'euros, c'est-à-dire ridicule, absolument ridicule, comme aide humanitaire aux personnes déplacées au Soudan. Michaëla Figel. Oui, alors,
beaucoup été dit. Je voulais juste rajouter 2, 3 petites choses sur justement l'intervention internationale. Alors, l'administration Trump a fait quand même une tentative avec le fameux Quad, donc les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui sont d'ailleurs dans des camps opposés. Ça a malheureusement échoué. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. L'Union européenne est très en deçà. Ouais. Quand on regarde les défis migratoires qui résultent, je crois que dans les demandes d'asile, les Soudanais sont déjà assez élevés en France, en Allemagne. On se rappelle tous comment la tragédie syrienne a transformé les flux migratoires. Et donc, ce regard qu'on détourne est vraiment problématique. Et je pose quand même la question si c'était forcément une très bonne idée de mettre à la tête de la politique extérieure de l'Union européenne quelqu'un qui avait vraiment laquelle... en la personne de Kaja Kallas, l'Afrique, dans sa globalité, était une carte blanche, c'est-à-dire aucun... j'espère que je ne vexe personne, mais il suffit pas d'avoir une opinion très ancrée sur la guerre en Ukraine pour pouvoir présenter la politique extérieure européenne. Et donc, je crois qu'il est important qu'on en parle et que aussi les grands pays de tradition africaine, européenne, s'investissent davantage. Lionel Zinsou. Oui, Michaela, il y a quand même des concours économiques, financiers, non seulement de l'Union européenne, mais même de la France. Simplement, ça a coïncidé avec quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui, dans cette tragédie, était une pause pacifique et démocratique. C'est que le dictateur condamné pour crime contre l'humanité, al-Béchir, a été renversé par la population, par une insurrection extraordinairement courageuse, des enseignants, des médecins, de la jeunesse, des femmes, etc. Et c'est vraiment un soulèvement populaire, et on a pu y croire de 2019 à 2020, ce qui a quand même été extrêmement court. À ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une conférence à Paris pour éteindre la dette et réaménager et permettre au Soudan de se redresser. Et la France, pendant quelques heures, quelques jours, a fait la liquidité du Soudan en lui faisant un prêt de très court terme, mais qui permettait de débloquer toute la situation financière. Donc il y a eu un immense espoir populaire, qui d'ailleurs a été très populaire dans toute l'Afrique. Ça montrait qu'on pouvait mettre fin de façon populaire, avec une ambition démocratique exceptionnelle. Et ceci a complètement tourné court sur l'alliance des deux hommes qui sont en train de se déchirer en faisant des dizaines de milliers de morts. Et vous savez, c'est un pays de 50 millions d'habitants où 15 millions sont déplacés et 25 millions ne mangent plus à leur faim, c'est-à-dire la moitié de la population. Et ça, c'est le conflit de ces deux hommes, avec malheureusement deux malédictions: l'or, que Béatrice a trouvé dans les alluvions, et le pétrole. C'est un mot qu'on n'a pas. Il en reste dans le Soudan. Il n'est pas entièrement dans le Soudan. Et si vous voulez, c'est ce que les gens appellent les richesses de l'Afrique et qui sont les malédictions de l'Afrique. Nous sommes maintenant arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en recommandant je dis du Béatrice en rougir, mais je voudrais recommander le dernier numéro d'Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, numéro intitulé « Géopolitique des antisémitismes ». On y trouvera aussi bien une réflexion sur les rapports entre l'antisionisme et l'antisémitisme qu'une géographie de l'antisémitisme en France métropolitaine ou des articles sur l'antisémitisme en Iran, en Pologne, aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Je suis allé de surprise en surprise en lisant l'article intitulé « Chrysanthème et étoile de David », consacré au philo et à l'antisémitisme au Japon.
D'abord parce que je n'imaginais pas qu'une quelconque question juive puisse se poser dans ce pays. Ensuite parce que, aussi bien chez les philosémites nippons que chez leurs contradicteurs antisémites, les juifs ne sont pas considérés du point de vue de leur religion, mais du point de vue de leur puissance supposée parfois même telle qu'elle l'est dans le protocole des sages de Sion. Et les philosémites entendent mettre cette puissance au service des intérêts du Japon. Il y a là quelques épisodes qui ont l'air d'être sortis de bandes dessinées de Tintin ou autres. Et les antisémites voient, eux, dans les juifs, le bras armé du capitalisme américain, désireux de mettre la main sur la puissance économique japonaise. Bref, comme vous l'écrivez, Béatrice, dans votre éditorial, la permanence et l'universalité de l'antisémitisme n'empêche pas que son expression revête une grande diversité selon les lieux, les époques et la présence plus ou moins active, mais toujours très minoritaire de populations juives. Hérodote, donc, géopolitique des antisémitismes. Michaela Wiegel. Oui, je voudrais recommander le très beau livre que Emmanuel Carrère a tiré de ce fameux procès des attentats du 13 novembre, qui justement non seulement présente, bien sûr c'est une sélection parce qu'il y avait trop de parties civiles pour les présenter tous, mais présente les survivants et aussi des familles des victimes sous un angle, je dirais, tellement humain qu'on sent cette fraternité que Philippe a aussi mentionné. Donc, quand on se plonge dans ce roman, on peut... Enfin, c'est un reportage dont une bonne partie des bonnes feuilles ont été... publié dans l'Obs, mais c'est quand même un reportage plus long. Et je crois, en tous les cas, moi, j'ai été émue aux larmes en lisant ça, mais on en sort quand même avec le sentiment d'un espoir que la justice ne peut pas faire oublier ce qui est arrivé, mais elle peut apaiser les blessures. Lionel Zinsou. Alors, j'ai un petit peu honte parce que je vais m'éloigner un tout petit peu des préoccupations littéraires émouvantes et dire, au fond, vous devriez lire quelque chose qui se lit assez vite, mais qui n'est pas un essai passionnant, qui est la note conjoncturelle de l'INSEE du 6 novembre. Chouette. Il y en a une tous les trimestres, donc pour ceux qui aimeront ça très très vite. Parce que c'est quand même extraordinaire. On a des débats budgétaires. On évoque des chiffres, des situations financières, et on ne connaît absolument pas le contexte. Bon. Et la conjoncture française ne ressemble absolument pas au pathos parlementaire, en fait. Mmh. Et donc, lisez celle du 6 novembre, mais sachez que vous en aurez une très bientôt, tous les trimestres. C'est sur Internet, c'est très simple, où vous verrez que nous allons avoir une année de revenus du pouvoir d'achat disponible des ménages assez forte, parce que les rémunérations sont en tendance à 3 fois la hausse des prix. Vous verrez que, contrairement à tout ce qu'on raconte sur les plans de licenciement, nous avons un chômage qui ne progresse pas. Vous verrez que la consommation remonte, alors qu'on a l'impression avec Shane que les Français totalement misérables doivent se faire acheter de l'ultra fashion. Enfin, vous verrez une France assez normale, avec un regain de croissance assez significatif. Donc, note conjoncturelle. Datée du 6 novembre, voilà. et par chance, on aura une autre en janvier. S'il y a parmi nos auditeurs des musiciens-compositeurs, ils peuvent même la mettre en musique. Nicole Nisotto. Alors, moi, je vais vous recommander le dernier livre d'Isabelle Lasserre qui s'appelle « Les fantômes de Munich », en sous-titre « L'Europe face aux défis du monde contemporain », qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Isabelle Lasserre est une journaliste du Figaro qui a été correspondante à Moscou, mais qui a surtout la particularité de ne pas rester dans son bureau et qui va très, très, très régulièrement sur le terrain, en particulier le terrain ukrainien. Et donc, dans cet ouvrage,
Le titre lui-même résume le propos de l'ouvrage, Les fantômes de Munich. Elle se pose la question de savoir si les Occidentaux vont céder, comme d'habitude, vis-à-vis de la Russie, à une politique d'évitement, de contournement de la confrontation, d'apaisement, qui est l'attitude générale des Occidentaux à l'égard de ce pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même avant, dit-elle, ou si, au contraire, une partie des Occidentaux, notamment les Européens, vont prendre à bras-le-corps la menace que représente la Russie, non seulement contre l'Ukraine, mais contre l'ensemble de nos systèmes démocratiques, et passer à une résistance plus active de confrontation. Alors, évidemment, c'est un débat. On peut trouver que les Européens sont plus munichois que les Américains, etc. C'est un débat, mais l'originalité du livre d'Isabelle Lasserre, et en ça il fait œuvre très utile, c'est qu'elle retrace toute l'histoire donc de notre relation avec la Russie depuis Élisabeth, et qu'elle, malgré tout, montre qu'il y a quand même une tendance à ce que Solzhenitsyn appelait maintenant l'esprit de Munich, c'est-à-dire la tentative de ne rien faire de la part des sociétés repues. Béatrice Gibelin. Eh bien alors moi, pour une fois n'est pas coutume, pour éclairer notre débat sur le Soudan, je revue qui m'est cher puisqu'il s'agit d'Hérodote, sur une géopolitique de la mer Rouge, dans lequel vous avez un article de Gérard Prunier, qui est un excellent connaisseur de cette région, et qui explique les enjeux, les causes, voilà. Et vous aurez aussi l'enjeu régional, qui, comme l'a rappelé Lionel, joue un rôle tout à fait important autour de la mer Rouge. Voilà. Mais le deuxième que je voudrais signaler, parce que les relations France-Algérie, vous savez qu'elles restent compliquées, difficiles. Il y a un livre qui est sorti de Thomas Megaroff et Benjamin Stora, qu'on entend sur France Inter, mais qui est sorti en livre, France-Algérie, Anatomie d'une déchirure. En 45 questions, c'est très clair. Des cartes de qualité, des graphiques et une mise au point utile si on veut un peu comprendre la complexité de l'affaire. Merci beaucoup. Merci aussi à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau, qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire veille à ce qui tourne autour de nos plateformes de financement. Cette conversation a été enregistrée au studio L'Arrière-Boutique. Le Nouvel Esprit Public est produit par Nouvelles Écoutes. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la première donc des conversations avec François Aimé, le délégué général du festival Cinéma d'Histoire, qui débute quelques jours plus tard à Pessac dans la Gironde.